Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de TIGA dédié à l'intégration du product design dans une orga produit. Je m'appelle Alexandre, je suis un des deux cofondateurs de TIGA. Avant rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux anciens webinars sur webinar.tiga.co et découvrir les prochains. Si le design vous intéresse, j'en profite pour vous dire qu'il y a un webinar sur le design qui aura lieu mercredi prochain. Et plus spécifiquement, c'est sur comment un product designer peut s'intégrer dans les processus de product management, que ce soit à la fois le product discovery ou dans tout ce qui est product développement agile, Scrum, etc. Voilà. Si vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petits mots sur TIGA. Notre mission, ça consiste à aider nos clients, les entreprises, à créer les meilleurs produits numériques possibles. Donc pour ça, on intervient de trois manières. En conseil, donc on aide généralement des CPO à améliorer leur organisation produit ou à lancer des nouveaux produits. C'est une offre qui s'appelle Product Strategy chez nous. Ensuite, on fait de l'immersion. Donc concrètement, là, c'est des product managers et des product designers qui travaillent dans les équipes des clients sur des durées plus ou moins longues de 3 à 12 mois pour construire des produits digitaux avec eux. Et enfin, sur la formation. Donc là, on forme sur tous les rôles et les métiers du produit, donc que ce soit PO, PM, Lead PM, Head of et CPO, et aussi sur le design maintenant, avec des formations dédiées pour les Head et VP Product Design. Voilà. En parallèle des missions qu'on fait pour nos clients, on tient un blog sur le product management et product design. On co-organise des événements produits, donc vous connaissez sûrement LPCX et LPC. Et enfin, on écrit des livres. Donc, on en a écrit 3 jusqu'alors. Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis ce matin, il y a un quatrième livre qui est sorti, qui est justement sur le product design et son intégration dans une organisation produit. Tous les webinars design de TIGA qu'on fait en ce moment sont en fait un zoom sur un des chapitres du livre. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger sur notre site internet. Et de toute façon, on va vous envoyer un email à la suite au webinar avec le lien de téléchargement. Donc, vous n'allez pas pouvoir passer à côté si le sujet vous intéresse. Voilà. Donc, c'est fini pour la petite intro. On va rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet dédié. Donc, il y a un onglet chat, un onglet questions, donc c'est bien dans questions. Et vous pouvez voter aussi pour les questions qui vous intéressent le plus. Et donc, à la fin de l'échange que je vais avoir avec Thomas, je dépilerai évidemment les questions dans le bon sens, les questions à plébisciter. En gros, on va passer une demi-heure à discuter avec Thomas et puis une demi-heure à répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà. Thomas, peux-tu commencer par te présenter et nous expliquer pourquoi tu as souhaité parler de ce sujet aujourd'hui avec nous? Donc bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Thomas, ça fait 10 ans que je travaille dans le l'UX design, ça fait 4-5 ans que je me suis spécialisé dans le product design et là maintenant ça fait plus de 2 ans que je travaille chez Tiga. Donc en premier lieu, j'interviens en B2B et en B2C de la scale-up au grand compte sur plusieurs types de missions, de l'immersion, où je mets en place de l'organisationnel, sur de la discovery, de la delivery, sur du lead de tribe au niveau des PRD, et après des missions de conseil aussi sur de l'orga et du dérisquage de nouvelles features, par exemple, en mis en place par exemple en travaillant sur du design sprint pendant 1 an. Donc j'ai eu la chance de pouvoir écrire le PA4 avec tous mes collègues de TIGA et je suis très heureux qu'aujourd'hui, vous allez voir, le sujet du jour est très intéressant. Ok, et pourquoi tu souhaites nous parler de ce sujet-là spécifiquement aujourd'hui? Alors, on sait que l'un des enjeux majeurs pour la bonne vie d'un produit, c'est de faire en sorte que les product designers, les product managers et les développeurs, ils travaillent ensemble de manière efficace, ne serait-ce que pour apporter un maximum de valeur business et utilisateur. C'est fondamental pour avoir une vision commune, un processus de discovery et delivery qui soit bien imbriqué, bien évidemment une expérience utilisateur sans couture, mais aussi un apprentissage qui soit unifié. Mais avant de parler processus, responsabilité, il faut mettre en place en premier lieu une intégration complète du product design au sein de l'organisation produit. C'est un peu comme, si on prend un petit exemple sympa, c'est un peu comme une équipe de foot ou de rugby. On va mettre en place une formation et les bons profils. Après, on va parler tactique et interaction. Donc, il faut en premier lieu un modèle de product design qui soit efficace au sein de l'organisation produit pour, dans un second temps, mettre en place les bonnes interactions, les bons rôles et responsabilités entre différents acteurs produits. Alors, c'est pas facile du tout à mettre en place parce que déjà, on trouve beaucoup de modèles différents sur le web.
Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, ça va être de vous présenter ces différents modèles et plus particulièrement celui que nous on recommande chez TIGA et notamment dans le PA4. Alors ce qu'on va faire en premier lieu, pour faciliter la compréhension de toutes et tous, on va se baser sur un exemple d'organisation produit type et on va présenter ensuite ces différents modèles par rapport à cette organisation produit type. Ok, et quel est le type d'orga produit sur lequel tu vas t'appuyer pour présenter les différents modèles? Alors au niveau donc de cette organisation, il s'agit en fait d'une plateforme d'e-commerce. On va partir du principe que c'est une plateforme d'e-commerce au sein de laquelle les équipes produits, design et technique donc, représentent à peu près une centaine de personnes. Cette organisation elle repose donc sur des tribus, donc on a la tribu recherche, achat, protection, qui sont dirigées par des head of product et qui sont divisées en squads. On a différentes squads au sein de chaque tribu. Dans ces squads, on retrouve les product managers, les développeurs, et si besoin, et ça dépend en fonction de l'organisation, on peut avoir des scrum masters, des quality analysts, et on voit en fait aussi donc, que le CPO il manage l'ensemble de cette organisation produit. Ok. Et basé sur cet orga type, du coup, tu vas nous présenter quel modèle d'organisation de design aujourd'hui? Alors, de par nos missions qu'on peut avoir chez TIGA d'immersion et d'organisation, et notamment ce qu'on a pu voir de la communauté produit, on distingue aujourd'hui 3 grands modèles d'organisation de product design. On va avoir le modèle centralisé dans lequel l'équipe de product design est regroupée dans un studio interne. Avant, généralement, c'était un studio externe, c'est de la presta externe. Maintenant, c'est internalisé au sein des entreprises sous une forme d'un studio. On va en reparler. Le modèle décentralisé, où là, les product designers sont répartis dans les squads produits. On va voir que ça a des avantages et des désavantages. Et après, le modèle que nous on recommande, le modèle centralisé au niveau de la tribu, dans ce modèle, en fait, les product designers, ils travaillent pour toute une tribu et donc pour plusieurs squads produits. Donc, c'est que je vais vous présenter les avantages et les inconvénients des 2 premiers modèles. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi nous on recommande le modèle centralisé au niveau de la tribu, pourquoi quelque part c'est la meilleure solution pour assurer l'efficacité du delivery, tout en gardant une cohérence globale et une homogénéité au niveau de l'expérience utilisateur, notamment en intégrant les aspects transverses qui sont importants comme la discovery, toute la partie Ops, Design System par exemple. Ok. Et tu vas commencer par nous présenter quel modèle du coup? Alors, je vais commencer par le modèle centralisé parce qu'en fait, c'est un modèle qui a été fortement utilisé ces dernières années. C'est un format d'e-studio ou agence, généralement qui était externalisé et maintenant qui a été internalisé dans les organisations. En fait, on se retrouve avec une équipe design qui est centralisée, qui prend l'ensemble des décisions généralement de conception, qui sont ensuite appliquées en plusieurs produits. Dans ce modèle de studio interne, l'équipe est encadrée par un head of product design, comme on peut voir, une équipe de designers. Traditionnellement, on va dire c'est un modèle qui tend à piloter aussi les expertises comme la research, design ops, design system. C'est des studios qui généralement se trouvent en fait au sein de la direction marketing, ou la direction technique, ou la fameuse équipe digitale qui a été récemment créée au R&D. C'est clairement aujourd'hui encore la configuration qui est la plus courante, mais c'est un modèle qui est clairement en déclin. On le retrouve aujourd'hui surtout dans des startups un petit peu early stage ou dans des grandes entreprises qui n'ont pas vraiment changé leur organisation. Et ils révèlent en général quand même d'une organisation peu mature en product design, on va en parler. Ok. Et donc tu disais que ce modèle-là, le studio était en déclin, donc j'imagine qu'il y a des désavantages forts à ce modèle. Quels sont-ils selon toi? Alors déjà, le premier aspect négatif, on va dire, et ça je pense qu'il y a beaucoup de product designers qui vont se retrouver dans ça, c'est que ça réduit fortement la responsabilisation au niveau du delivery. Et donc finalement, on augmente le risque d'avoir de la conception et du maquettage qui va être impossible à implémenter tel quel. Même si après on peut faire entre guillemets les choses bien, impliquer les différents participants pendant les ateliers d'idéation de conception, on se retrouve quand même avec plus d'itérations généralement, et on se retrouve un peu dans une relation client-fournisseur vis-à-vis des squads qui peut provoquer des frictions. Et du coup, ça rend fortement la communication entre les product managers, les product designers et les devs beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, ils ne sont pas au cœur du produit. Donc finalement, ça provoque une situation un petit peu étrange où les product designers ils deviennent potentiellement le goulot d'étranglement parce qu'ils sont obligés d'itérer beaucoup plus. Et ça cause quand même de manière générale des frustrations. Et ce qui peut être aussi gênant pour les product designers, c'est que ça réduit la visibilité sur la priorisation et le planning des équipes produits. Ça, c'est quelque chose aussi qui est problématique. Et finalement, en fait, ils ne sont pas au cœur du système. Ils ne voient pas vraiment l'impact business, tech associé et c'est frustrant pour tout le monde. Ok. Donc là, tu as commencé par les désavantages du modèle. J'imagine qu'il y a aussi quelques avantages. Est-ce que tu Alors, peux nous en dire plus?
Ouais. Alors c'est un modèle qui a des points intéressants, hein, parce que ça fait un petit moment qu'il existe aussi et il a fait ses preuves sur certains aspects. Le fait qu'on ait une équipe transverse qui soit pas au niveau produit, mais on a quand même une expérience utilisateur qui généralement est cohérente, hein, qui n'est pas fractionnée. Ça va clarifier les responsabilités de chacun et les décisions, même si ça peut être source de tension et de frustration. Bon, c'est quand même un aspect positif. On va dire que ça favorise une culture design, mais pour moi, ça favorise une culture design qu'au niveau du studio. La culture design, en fait, c'est un développeur qui va aller faire de la research. C'est un product manager qui va peut-être maqueter avec le design system. C'est tout le monde qui est présent dans les tests. Donc finalement, la culture design, elle est insufflée, mais qu'au niveau de ce studio-là, donc c'est léger quand même, il faut partir de ce principe-là. Ça permet par contre aux product designers de travailler sur des projets qui sont variés au sein de ce studio généralement. Forcément, ça privilégie quand même aussi les activités de stratégie et de recherche. Forcément, puisque comme on n'est pas dans le delivery, on est plus sur la recherche, sinon là, ça serait beaucoup plus compliqué, même si c'est une vision quand même généralement qui est, je dirais, imaginaire, c'est un rêve entre guillemets. Ça crée quand même des gains d'efficacité, on va dire, dans le travail entre product designers, parce qu'ils sont ensemble et donc ça renforce leurs compétences et leur capitalisation. Et enfin, le dernier aspect, c'est que, évidemment, pour le Head of Product Design, pour allouer les tâches à l'équipe et gérer le budget, c'est bien plus simple comme ça. Donc, quelque part, on voit que c'est un modèle qui est intéressant pour les designers, mais qui est quand même fortement problématique, ne serait-ce que de par son côté à ne pas répondre aux problèmes contextuels qu'on peut avoir dans les équipes produits. Et ça n'insuffle pas de culture design au sein des équipes produits, au sein de l'organisation. Je pense notamment, encore une fois, aux interactions entre PM, designer et développeur, alors qu'on sait que c'est vraiment la clé pour avoir des produits vraiment qui fonctionnent bien. Donc ça va entraîner des frictions, de l'incompréhension, des itérations supplémentaires. On a un design qui n'est pas évangélisé, qui n'est pas insufflé au sein de l'organisation de manière générale, et on a le risque clair d'avoir une vision qui n'est pas en adéquation avec les problématiques business et techniques. Et finalement, on va avoir du mal à fédérer autour de soi et de fédérer l'ensemble d'organisations produits. Ok. Donc là, tu as commencé par le mode studio, là, donc centralisé. J'imagine que maintenant, tu vas nous parler de l'autre modèle, le modèle opposé. Ouais, effectivement, c'est un modèle qui est un petit peu opposé hein, conceptuellement, donc ça va être le modèle décentralisé. Là, on va se retrouver en fait avec des product designers qui sont intégrés au sein des squads. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un modèle décentralisé. En fait, ils se focalisent sur des périmètres qui sont donnés, et par contre, ils sont pleinement intégrés aux équipes produits. Donc finalement, on se retrouve avec au sein des squads toutes les compétences nécessaires à la construction du produit. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a les product designers qui travaillent au quotidien avec les product managers et développeurs et les autres métiers de la squad en fonction de l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très positif. On voit aussi qu'on a le Head of Product Design ici qui manage l'ensemble des product designers de l'organisation de produit, reporte au CPO et permet du coup à son équipe s'approprier la stratégie produit d'un point de vue design. Donc c'est intéressant. Avant de rentrer dans ce modèle, on va faire un petit aparté. On voit en fait sur le schéma qu'on a fait, on a mis en évidence en fait un profil particulier. Dans certaines organisations, dès qu'on a des product designers qui sont suffisamment seniors, on leur confie un périmètre majeur d'un point de vue design. On les appelle généralement les lead product designers. Alors, c'est souvent un vaste débat et on va avoir sûrement des questions sur le sujet entre qu'est-ce qu'un lead, un head, un CPO, et ça varie fortement en fonction de l'organisation, de la taille de l'organisation. Mais pour nous, dans ce type de structure, un lead product designer, c'est un peu un référent pour les autres product designers, que ce soit en termes de hard skills, vraiment de compétences product design ou de soft skills. Son objectif, c'est d'aider le head of product design dans la prise de décision stratégique au niveau de tribu, mais de soutenir aussi les product designers de l'équipe et mentorer les juniors sans être forcément le supérieur hiérarchique. Là, ça reste du côté du head-off. Donc, c'est typiquement un profil qui a pleinement un rôle à jouer dans ce type de modèle. On retrouve généralement en fait ce fonctionnement avec les lead dev et les devs, par exemple. Ok. Et les avantages du coup du modèle décentralisé, quels sont-ils? Alors finalement, ce modèle décentralisé, il a un petit peu les avantages qui sont l'opposé du modèle centralisé, je vais dire. Hein. C'est assez logique. Ça favorise déjà l'implication et la responsabilisation des product designers parce qu'ils sont au cœur de l'équipe produit en tant que part entière. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça facilite aussi généralement l'intégration de la user research parce qu'elle a été menée par ces product designers au moment de la conception. Donc au niveau du end-off, c'est plus simple, même si ça entraîne d'autres problèmes. Notamment d'avoir un peu le nez dans le guidon, on va en reparler après. Enfin, bien évidemment, d'être au sein d'une orga produit, des squads, ça permet d'aligner les product managers, les devs, comme je l'ai dit, et les product designers ensemble. Ils se comprennent mieux, ça c'est important. Et donc du coup, ça réduit le time to market et clairement, ça simplifie l'itération. Donc finalement, on se rend compte que d'être au cœur des équipes produits, ça répond à des problèmes du modèle centralisé,
mais finalement, on a quand même aussi moins de recul parce qu'on est vraiment au cœur en permanence. Et ça va entraîner des problèmes que paradoxalement, on n'avait pas avec le modèle centralisé. Je pense par exemple au fait que là, maintenant, on voit qu'on va avoir une expérience utilisateur qui est fragmentée puisqu'on est au niveau des squads. On n'est pas un petit peu en arrière, on n'a pas une vision transverse sur tout ce qui va être fait au niveau de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est problématique. On va en parler après. Ça va favoriser une inefficacité avec le risque d'avoir aussi au niveau du travail plusieurs fois la même chose entre les squads, etc. Donc il y a des techniques pour faire en sorte de régler ce problème-là, mais le fait qu'on soit fragmenté, pour capitaliser, c'est plus compliqué. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de product designers aussi qui vont se retrouver dans ça. Ça tend à marginaliser clairement la user research aussi. On est la tête dans le guidon du delivery. En permanence, on nous demande de produire, de produire, de produire. Donc c'est difficile de prendre du recul. Même si on a 2 trains discovery delivery, c'est difficile de prendre du recul et de faire de la user research. Ce qui est embêtant aussi, c'est que comme on met les product designers au sein des différents squads, après, ça les isole en fait les uns des autres. Donc ils ont moins de feedback de leurs pairs, leur montée en compétence elle est plus difficile. Et donc du coup ça c'est un petit peu problématique. On commence à avoir une culture de design qui est unifiée au sein des squads, mais pas au sein de l'organisation produit. On est encore trop fragmenté, donc on n'a pas vraiment de culture design complète. Et enfin, le dernier problème, là par contre pour le head-off, c'est que c'est pas forcément évident d'avoir aussi un product designer à temps plein sur une squad. On a le cas typique d'une squad où en fait on va avoir beaucoup de bacs. Donc c'est difficile en fait si on met un product designer forcément sur une squad de l'occuper à temps plein. Tu disais Thomas qu'un des avantages du modèle, c'est que ça impliquait un potentiel risque d'avoir une expérience utilisateur qui a été fragmentée. Est-ce que tu peux nous partager des bonnes pratiques pour faire en sorte que la culture design justement soit moins fragmentée au sein de l'organisation? Ouais, alors ce qui est intéressant quand même avec ce modèle décentralisé, c'est qu'on peut réduire notamment en mettant en place ce qu'on appelle un chapter design. Alors qu'est-ce que c'est un chapter design? C'est une communauté de pratique qui est réduite aux product designers au sein de la tribu. En gros, ça va être des points d'échange réguliers pour définir des objectifs communs, du management visuel, partager les résultats de recherche, capitaliser ensemble et se coordonner au niveau des actions. Donc on va pouvoir au sein de la tribu quand même avoir un peu plus de vision de qui fait quoi et travailler un petit peu plus ensemble. Le seul souci, c'est qu'après, ça va être compliqué de faire une communauté qui va être transverse inter-tribu parce qu'il faut déjà s'accorder au sein de sa tribu et être d'accord au sein de sa tribu. Ok. Donc maintenant, tu nous as parlé du premier modèle qui était le modèle studio, centralisé, décentralisé. Maintenant, j'imagine que tu vas nous parler du troisième modèle. Ouais. Vers quoi faut-il essayer de tendre? Alors finalement, on voit qu'avec ces 2 modèles, on peut prendre un petit peu le meilleur des deux. Améliorer tout cela pour effectivement tendre vers un modèle qui arriverait à résoudre une majeure partie des pain points qu'on peut voir au quotidien. Donc au niveau du modèle qu'on peut voir là, en fait, maintenant, donc on va être sur un modèle centralisé au niveau de la tribu, et nous, c'est vraiment le modèle qu'on recommande chez Tiga et qu'on préconise, qui peut être bien évidemment adapté en fonction des organisations et de la taille des organisations. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cet aspect, je suis au cœur du produit et j'ai aussi une équipe derrière transverse pour gérer l'expérience utilisateur de manière continue. Ici, on voit que la fonction design, en fait, elle est mutualisée au niveau de chaque tribu. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver dans une configuration où les produits designers, ils sont dédiés à un ensemble de squads. Ils travaillent sur des problématiques qui sont très proches du point de vue de l'expérience utilisateur. Et donc, on a aussi une équipe transverse qui est spécialisée dans des pans de design particuliers. J'y reviendrai après. Alors, en fait, dans ce type de modèle, l'enjeu aussi, ça va être de répartir les product designers efficacement sur les sujets de la tribu. Il y a plusieurs répartitions qui sont possibles. Ça peut être par épique, ça permet aux designers de suivre un sujet de bout en bout, c'est intéressant. Ça peut être aussi par persona, ça peut permettre de garantir la cohérence de l'expérience pour un profil utilisateur donné, ou pour une section du parcours utilisateur, sur l'acquisition et l'activation par exemple. Ou ça peut être aussi par squad. Un product designer va être 2 squads, avec le cas typique dans la deuxième squad où ce serait essentiellement du back par exemple. Donc là, on se retrouve au niveau de ce modèle-là, c'est comme le modèle précédent, le Head of Product Design, il est au-dessus des tribus. Mais en plus, donc, il manage une équipe transverse qui va être composée de profils qui vont être spécialisés, je vais revenir après, sur la user research, tout ce qui est UX Writer, Design Ops et Design System, par exemple. Ok. Tu nous as dit que c'était le modèle que tu préconisais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors là, on voit que maintenant, le fait, en fait d'être positionné directement au niveau de la tribu, ça va encourager quand même une expérience utilisateur qui va être un peu plus cohérente. Les product designers, ils vont avoir une vision de l'expérience qui va être commune à leur squad et travailler sur des sujets différents, même si on reste encore un peu fragmenté, et je vais en parler après. Ça va clairement, par contre, là, favoriser l'émergence d'une communauté product design qui va être plus forte. Le fait qu'on soit colocalisé au niveau de la tribu, ça permet aux product designers d'être mieux suivis dans le développement pro et leur quotidien et de mieux capitaliser. Clairement, il va falloir avoir de la gouvernance en plus.
ça leur permet aussi d'améliorer leurs compétences entre product designers, quoi, et d'être guidés par des mentors et tout. C'est mieux dans cette configuration-là parce qu'ils sont ensemble sur la même tribu. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est positif. Et surtout, et ça on en parlera dans le prochain chapitre au niveau des rôles et la responsabilité avec Antoine la semaine prochaine, ça va responsabiliser les product designers au sein de la tribu. Il va être intégré pleinement à la gouvernance de la tribu, là clairement il n'y a pas le choix, et de certaines squads. Alors l'objectif, c'est pas qu'ils assistent à tous les rituels de chaque squad, etc. Mais justement, il va y avoir une certaine logique qu'il va falloir mettre en place, des rôles et des responsabilités, pour que chacun travaille ensemble et qu'il y ait vraiment un gain d'efficacité. Et enfin, au niveau des ressources pour le head-off, c'est très intéressant aussi, parce que ça permet de gagner en efficacité dans le travail. Bon, c'est toujours le fameux cas du bac, donc on va positionner le designer vraiment sur des tribus, sur des squads où il y a besoin de travailler. Donc finalement, pour le product designer, maintenant il va travailler avec une vision qui va être commune et unifiée au niveau de la tribu. Il va pouvoir partager, échanger, monter en compétences avec ses semblables, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais en plus, et ça c'est vraiment le point qui est fondamental pour nous, il est au cœur de l'action sur le terrain, interagissant avec les PM et les devs. Donc il est clairement au cœur de la gouvernance de la tribu dans cette configuration-là en fait. Ok. Le modèle que tu as décrit, il paraît toujours partiellement fragmenté. Est-ce toujours le cas? Alors effectivement, là il est encore un petit peu fragmenté clairement au niveau de la tribu. Alors on le sait, pour qu'on ait vraiment un produit qui soit de très grande qualité, il faut que l'expérience soit sans couture, qu'elle soit vraiment que tout se passe bien et qu'on ne voit pas du tout qu'il y ait une organisation en tribu, en coulisses derrière. Vraiment, il faut que ça soit continu pour les utilisateurs. Donc, clairement, là, il est nécessaire en plus, mais c'est déjà plus simple à mettre en place, d'avoir une gouvernance qui va être globale au niveau des tribus, ce qu'on appelle un peu une guide, aussi un modèle Spotify, etc. C'est garanti en fait par le CPO, les head-off et le head-off product design. Et en fait, ça va être comme précédemment au niveau des squads, là, ça va être au niveau des tribus, où là, on va avoir vraiment du management visuel, de la gouvernance au niveau des tribus, qui va permettre en fait à chaque squad, par exemple, d'afficher les écrans sur lesquels il est en train de travailler, le parcours sur lequel il est en train de travailler, ce qui va être dans les prochains sprints, ce qui est regroupé par persona. Donc finalement, les membres des squads, ils vont pouvoir anticiper les potentiels écarts d'expérience utilisateur qu'il peut y avoir entre les travaux respectifs. Et ça va permettre à cette gouvernance d'avoir une vision à 360 au niveau de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On se retrouve avec un product designer qui est au cœur, mais qui a aussi une gouvernance à 360 degrés de l'ensemble de l'expérience utilisateur. Dans le premier chapitre du PA4, on vous a présenté les product designers comme des profils full stack. On pense que c'est fondamental et qu'il faut avoir des profils full stack et des profils full stack seniors. Néanmoins, quand l'organisation va fortement grandir, c'est essentiel aussi d'avoir des profils spécialisés transverses. C'est fondamental en fait d'avoir une équipe qui va être transverse avec des profils spécialisés pour garantir l'homogénéité du travail, que ce soit sur les outils, la recherche, pour capitaliser et avancer ensemble en fait. Ok. Tu en as dit deux mots tout à l'heure là, mais est-ce que tu peux nous en dire plus là sur ces fameux profils spécialisés qui se retrouvent dans cette équipe transverse? Oui, alors rapidement parce que vous les connaissez tous. Donc bien évidemment, on retrouve généralement dans cette équipe transverse tout ce qui est en lien avec la user research, design ops, l'UX, tout ce qui est design system. Dans une organisation produit de petite taille, le product manager ou product designer, généralement, ils travaillent avec le user researcher. Ils ne travaillent pas avec le user researcher, ils font eux-mêmes la user research. Dans une organisation qui va grandir, on va avoir ce profil-là qui va être présent et qui va être pertinent parce que c'est un profil qui ne va pas être partie prenante dans le delivery. Donc son analyse elle va être plus neutre. Alors c'est un profil qu'il faudra impliquer fortement dans la conception, bien évidemment, pour éviter l'effet silo et avoir un bon head-off. Mais d'avoir un user research qui fait de la quali et de la quanti en permanence, qui travaille aussi avec les équipes data ou qui est spécialisé dans la data, on le voit de plus en plus, c'est quelque chose qui est fondamental, quoi. Ok. Tu as mentionné un deuxième rôle de spécialiste qui est le design ops. Que fait ce profil exactement? Alors, le design ops, c'est un peu comme le product ops. C'est une nouvelle discipline qu'on voit apparaître dans certaines organisations produits. C'est l'équivalent en fait design du DevOps fondamentalement. Donc, la fonction première du design ops, c'est de mettre en place des processus de travail qui vont être rodés efficaces pour les designers au sein de l'organisation produit. Et c'est de faire en sorte quelque part que les bonnes pratiques, les outils et les processus soient reconnus et aussi appliqués au sein de l'organisation produit. Dans certaines grandes organisations, généralement aussi, ça peut aller clairement jusqu'à la gestion du budget des équipes design, à la participation, les choix de parcours de formation. Donc, c'est vraiment de l'évangélisation à grande échelle de la culture produit et design. Ok. Et à quel moment c'est intéressant d'intégrer un design ops dans une orga? Alors, nous, d'expérience, en fait, on estime qu'on peut intégrer un design ops dans plusieurs cas. Le premier, c'est lorsqu'on a une équipe product design qui grandit et qu'on a le head-off qui a du mal à synchroniser tous les designers. Là, ça veut dire que ça peut être intéressant dans ce profil-là.
Lorsque les profils spécialisés ont du mal aussi à collaborer avec les product designers, on a des pertes sur le hand-off, etc. Ça marche pas bien. Ça peut être clairement intéressant d'avoir un design ops, que ce soit au niveau des outils ou des process. Et lorsque, bien évidemment, les designers sont répartis dans plusieurs équipes et dans des locaux différents, là aussi, ça devient fondamental d'avoir les bons processus et outils et quelqu'un qui gère ça au quotidien, quoi. Ok. Tu as mentionné un troisième profil là, dans l'équipe transverse qui est l'UX Writer. Est-ce que tu Alors, peux l'UX nous en dire Writer, plus? ouais, l'UX Writer, bon, tout le monde connaît un petit peu, c'est le concepteur et rédacteur qui est responsable du contenu sur l'ensemble du produit. Son but, c'est de faciliter la compréhension de l'utilisateur et rendre l'expérience toujours pareille, la plus homogène et la plus transparente. C'est le garant du tone of voice de la marque et sur l'ensemble des plateformes. Et là, c'est pareil, c'est un profil, même s'il est dans une équipe transverse pour avoir une vision continue de l'expérience, qui doit être intégré dans les équipes produits, dans les ateliers avec les product designers, product managers et développeurs. Et il doit utiliser aussi leurs outils. C'est très important pour gagner en rapidité. Ok. Et une de mes dernières questions avant de passer aux questions, là, et le dernier profil que tu as mentionné, c'est le Design System Lead. Quel est son job? Alors là, c'est un sujet qui sera plus traité dans le 5e chapitre, où on va parler vraiment de design system. Il y a des très bons bouquins qui sont sortis sur le sujet récemment. Juste rapidement, le design system lead, c'est un designer qui va avoir un niveau de base conséquent sur l'UI, qui a une bonne connaissance UX et technique, et qui va être le référent du design system. C'est lui qui va être garant de la qualité des composants et qui va évangéliser les équipes sur les bénéfices apportés. C'est quelqu'un qui va travailler étroitement avec les product designers, les équipes de développement front-end, le métier, pour bien comprendre les besoins et attentes de tout le monde et faire en sorte que tout le monde soit focus et évangélisé sur le sujet, quoi. C'est quelque chose de très important. Et après, c'est quelqu'un qui va être en charge de définir le release plan du design system ou qui va avoir une équipe à part entière et qui va avoir un backlog et qui va faire avancer ce sujet-là de son côté, avec une vraie gouvernance. Ok, et si on devait résumer là sur ces différents profils spécialisés que tu as présentés, qu'est-ce qu'on dirait? Alors, simplement, on va dire en fait que le choix des profils spécialisés, ça dépend, vous l'aurez bien compris, des compétences qui manquent au sein de l'équipe design, au sein des profils full stack aussi, et notamment aussi de la culture produit qu'on peut avoir au sein de l'organisation et des besoins. On va avoir des entreprises qui vont avoir des besoins d'avoir des prototypes extrêmement travaillés parce qu'ils vont travailler sur le motion, donc on va avoir quelqu'un qui va être qui va travailler sur ce sujet de manière particulière, par exemple. Donc c'est vraiment au cas par cas au sein de l'entreprise. C'est dès lors qu'on a un besoin qui est très ancré sur une spécialisation, on va dire. Design. Ok. Ça fait maintenant une demi-heure qu'on échange, Thomas. Si les gens qui nous écoutent là devaient retenir trois choses de ce que tu as dit jusqu'à présent, ça serait quoi? Alors, on a vu beaucoup de choses. Là, encore une fois, aujourd'hui, on s'est concentré sur les modèles et la semaine prochaine, on va vraiment se concentrer sur les interactions entre les différents intervenants. On demande au moins d'être sur un modèle plus ou moins décentralisé avec des PRD qui sont au cœur des squads et qui idéalement travaillent avec une équipe spécialisée transverse. C'est ce que donc, nous, on appelle un modèle centralisé sur la tribu. Ne serait-ce que pour avoir une vision globale, continue, homogène de l'expérience utilisateur tout en étant au cœur du produit, pour diffuser la culture design, apprendre et capitaliser et travailler efficacement avec les PM et les devs. C'est quelque chose vraiment qui est fondamental, c'est le nerf de la guerre pour avoir des produits de qualité. Et ça sera mon troisième point, dans tous les cas, il est essentiel, au-delà des modèles qu'on va mettre en place et de ce modèle-là, de bien définir après, on le verra la semaine prochaine, c'est la répartition des rôles et responsabilités entre les différents acteurs, à commencer bien évidemment par le product manager, product designer et développeur, quoi. C'est le sujet qui sera abordé par Antoine la semaine prochaine et qui est essentiel. On a commencé avec un mindset au niveau du un modèle qu'on a mis en place et après les rôles et les responsabilités de chacun qui vont être adaptés en fonction de l'organisation et du type d'organisation qu'on a. Ok, ça marche. Bah, merci Thomas. Je te propose de maintenant de passer aux questions des participants que je suis en train de trier. Tous ces modèles ont l'air adaptés à une certaine taille d'entreprise. Euh, je serais intéressé de voir les différents modèles préconisés pour une boîte de 8 personnes, 30 personnes, 100 personnes. C'est une question de David. Alors, oui. Je veux juste faire une petite aparté sur quand on a écrit le livre sur le Product Academy 4. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question sur la taille de l'organisation. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'était le plus simple, c'était de fixer une organisation type. C'est ce qu'a fait Thomas là et d'apporter des insights. Voilà. Du coup, on ne pouvait pas répondre à chaque fois à l'ensemble des organisations. Ça aurait fait un bouquin qui n'était pas digeste. Mais c'est évidemment un bon point. Thomas, je te laisse apporter des éléments. Ouais, non, mais totalement, Alex. Après, encore une fois, l'idée, plutôt que de définir un modèle brut, encore une fois, c'est s'adapter au type d'organisation qu'on a.
Ce qu'il faut retenir en fait dans le modèle nous qu'on propose par rapport à cette taille-là, mais c'est indépendant de la taille, hein, c'est qu'il vous faut à la fois des product designers qui sont au cœur du produit, clairement, mais aussi de gérer une certaine transversalité pour avoir une expérience qui soit homogène. Alors après, si on n'a pas les ressources et les moyens, ça peut être aussi de temps en temps des product designers qui vont être sur de la discovery, qui va prendre tous les pans, etc. Mais l'idéal est là, c'est d'être à la fois au cœur et d'être aussi avec du recul et de pouvoir gérer la vision globale, ne serait-ce que pour capitaliser aussi. Ok, une autre question de Marie-Aline. Dans le modèle centralisé par tribu, donc, que tu préconises, Thomas, quel rituel meeting tu créerais pour maintenir une bonne culture design et une transversalité d'information entre les différents designers? C'est exactement le chapitre de la semaine prochaine, donc on va en parler vraiment la semaine prochaine de manière plus conséquente. L'idée, effectivement, pour faire en sorte en fait qu'on ait en fait une gouvernance entre les différentes tribus, que tout le monde fonctionne bien, etc., que tout le monde s'entende, ça va être en grande partie par du management visuel, ça va être en grande partie pour se rendre compte que dans chaque tribu, tel travail est fait, etc., telles choses sont utilisées. Ça va passer aussi par un design system commun, ça va passer par des réunions pour faire avancer ce design system, etc. Ça va être par plusieurs pans, en fait, qui vont nous permettre, en fait, de savoir ce que font les autres, quel a été leur travail, en fait, et comment on capitalise ensemble pour ne pas faire des redites et avancer ensemble. Mais ça, on va traiter ce sujet-là la semaine prochaine de manière plus conséquente, vous le verrez. Ok, une autre question de Arjo. Est-ce que tu peux expliquer, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire-là, je pense que c'est ce que tu vas dire, mais j'anticipe, la relation entre le CPO et le Head of Product Design, et pareil, la relation entre le Head of Product Design et le Head of Product? Alors, donc entre le CPO et le Head of Product Design, bon, donc le CPO va être garant de la vision produit et je pense qu'ils doivent travailler sur commun. Hein. L'objectif du Head of Product Design, c'est de faire en sorte que la stratégie elle prenne le pan utilisateur et qu'elle s'intègre au mieux. Et après, tu me disais, Alex, pour la deuxième interaction entre qui et qui? Entre le Head of Product Design et le Head of Product. Alors, entre le Head of Product Design et le Head of Product, effectivement, donc il va y avoir des interactions qui vont être vraiment ciblées sur la tribu. Et l'objectif, en fait, c'est que la stratégie d'un point de vue utilisateur soit bien en adéquation, c'est-à-dire que les product designers qui vont travailler au niveau de la tribu avec ce Head of Product soient bien en adéquation avec la stratégie qui a été mise en place par le CPO et le Head of Product Design aussi. Quoi. Donc finalement, c'est d'avoir une concordance qui descend au fur et à mesure, c'est-à-dire une grande vision qui va descendre de plus en plus bas, en fait. Pour apporter des éléments de réponse sur la première question, le webinar de la semaine passée est 100% consacré au Head of Product Design et il y a toute une partie sur On va plus loin sur la relation avec le CPO. En gros, ce qu'on dit rapidement, c'est que le Head of c'est ton téléphone, c'est ça? Le Head of Product Design, il a 4 grands domaines de compétences. Enfin, sa fiche de poste, c'est recruter, management, enfin tout ce qui est people autour de son équipe, c'est construire une belle organisation design qui s'intègre bien dans l'organisation produit au global. Il y a évidemment un volet stratégie. Et il peut challenger la vision produit avec sa vision créative, injecter des insights utilisateurs, être vraiment porter la voix de l'utilisateur au sein de l'organisation. Donc il y a une alchimie qui doit se faire avec le CPO et pour éviter de marcher sur les plates-bandes de chacun. Voilà. Donc on détaille vraiment ce contenu-là dans le webinaire précédent, qui est disponible sur webinar.tigap.co. Une question de Stéphane. Si le modèle décentralisé permet une meilleure discovery par squad, notamment par rapport aux outcomes, le modèle centralisé permet une meilleure approche pour cette phase. Du coup, quel est ton avis pour un discovery optimum? La question n'est pas très bien lue. En fait, c'est du coup, c'est le troisième modèle qu'on propose, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a une équipe qui va être transverse et qui va travailler sur la discovery, qui va embarquer aussi les product designers et product managers des différentes tribus, mais c'est pour ça qu'on présente en fait ce troisième modèle, parce que dans ce troisième modèle-là, on est à la fois au cœur et on a aussi une équipe qui travaille directement sur la discovery et qu'on implique dans les ateliers avec les product designers et product managers. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des profils spécialisés en user research dans cette équipe transverse qu'on va après impliquer vraiment dans l'organisation de produits au sein des tribus et des squads. Après, là, toi, tu n'as apporté qu'une partie de la réponse avec les modèles d'organisation.
Derrière, il y a des interactions, évidemment, et une Totalement. répartition des rôles et responsabilités. Mmh. Là, vous inquiétez pas, la Euh, semaine prochaine, il y a de quoi, il y a de quoi donc, voir sur le sujet. donc, ce qui est intéressant pour optimiser la Mmh. discovery, c'est bien d'avoir une vision d'organisation dans son ensemble, Mmh. à la fois sur le découpage des équipes, la répartition, les rôles et responsabilités, et la gouvernance. Ok. Une autre question. Quid du modèle sans product manager? Je pense au cas des product guys. Par exemple, chez Zenly, effectivement, je sais que Fabrice nous écoute, il n'y avait pas de PM au début et que des designers qui avaient un scope élargi. Pareil chez Alan, au début, il n'y avait pas de PM et ça se passait bien. Quel est ton avis là sur PM versus product designer? Est-ce que l'un peut faire entre guillemets, le métier de l'autre? Alors, je pense que c'est ces deux profils qui tendent au fur et à mesure quand même à aller vers un profil qui va être commun, qui ont quand même des sensibilités et un champ d'action qui est quand même assez différent. Mais enfin, moi, je trouve que c'est pas gênant en fait, par exemple, qu'on ait un product manager qui de temps en temps fait des maquettes, utilise le design system et propose une solution qui après est validée par le product design, par exemple. C'est une évangélisation du design, comme on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire un designer qui va être dans la research, voir une opportunité et la faire remonter un PM. Donc c'est un travail commun. C'est vrai que c'est des profils qui tendent à devenir un seul profil, mais il y a quand même encore des spécificités. Mais en fait, quelque part, au-delà de l'aspect PM, product designer, l'important c'est que tout le scope produit de A à Z soit traité en fait, soit traité du backlog, le travail avec les devs, le product design, etc. On peut avoir des gens qui ont une casquette différente. Une autre question, il arrive parfois, voire souvent, que les product designers soient associés à plusieurs squads par manque de budget ou des difficultés à recruter. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Bah là, après, c'est effectivement quand c'est lié à ça, ben là, on va avoir quand c'est lié vraiment à un problème de budget, qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on va avoir ces product designers qui sont sur plusieurs squads, généralement, ils vont avoir quand même la tête dans le guidon. Donc, c'est des profils qu'on pourra malheureusement consacrer en grande partie qu'au delivery et peu à la discovery. Donc, oui, nous, on prône d'avoir des product designers qui sont sur plusieurs squads, mais dans la mesure où c'est tenable pour les product designers et pas que ça soit un lien, entre guillemets, avec des problématiques de ressources et de financement. Mm. Ok, il y a une question de David, ou plutôt un constat sur lequel il aimerait avoir ton avis. Euh, c'est que l'intégration du design est-elle, pardon, c'est une question, est-elle due à la difficile intégration du design, est-elle due à une mauvaise compréhension de ce qu'il est? C'est-à-dire, est-ce que les gens comprennent bien ce qu'est le design et sa valeur? L'aspect UI étant globalement acquis, mais l'aspect UX l'est beaucoup moins, et souvent fait par les PM, voire des stakeholders. Quel est ton avis là-dessus? Ah, bah ça, c'est le problème de fond. Et enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le UX design et dans le product design. Et ça fait 10 ans que ce problème-là, il est présent. Ça s'améliore de plus en plus. C'est vrai qu'effectivement, le design en France, en premier lieu, ça a été intégré comme en grande partie de la user interface dans un premier temps et juste du maquettage. Pas assez, malheureusement, comme de la vraie conception, hein, parce que le mot design aux États-Unis, c'est de la conception. Hein, c'est pas que de l'UI. Donc c'est vrai que malheureusement, ça n'a pas été intégré pleinement et il ne faut surtout pas rentrer en fait dans un modèle parce que finalement on re-rentre dans le premier modèle, c'est-à-dire un modèle où on va avoir un PM qui va dire voilà il faut faire ça et le product designer qui va faire la maquette. Non, c'est le product designer, c'est le porte-parole de l'utilisateur de la phase de discovery à la phase de test. Donc c'est pas quelqu'un qui fait que des maquettes, c'est quelqu'un qui porte la vision utilisateur et qui va la confronter à la vision business qui va être portée par le PM et la vision technique qui va être portée par les devs, la faisabilité technique. Donc c'est ça le design, c'est une évangélisation complète au niveau du product designer, mais aussi au niveau des autres membres, et pas seulement quelqu'un qui fait des maquettes et de l'UI. Je pense que maintenant, il faut arriver à sortir de ça. Et pour avoir vraiment des organisations produits qui sont matures, il faut vraiment passer ce step-là, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Ok, une question de Sébastien. Euh, c'est très delivery et industriel. J'ai l'impression que Sébastien parle des différents modèles d'organisation que tu as présentés. Et il se demande où est la part de créativité. J'entends le côté artistique. Alors, il a entièrement raison. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, on parlait en premier lieu d'avoir le bon mindset avec le head-off, après de mettre en place des modèles et après de mettre des rôles et des responsabilités.
quand on va mettre ces rôles et responsabilités, c'est pas parce qu'on a un modèle qui est ancré qu'on va en sortir. On est bien évidemment, l'objectif c'est de travailler ensemble, chacun de définir ses rôles et ses responsabilités par rapport à ses compétences. On va avoir des product designers qui vont être très forts en UI, des product designers qui vont être très forts en research, en discovery, ça va dépendre des profils. Donc l'objectif c'est pas de brider les personnes ou de dire voilà on s'intègre dans un moule, non, c'est de faire en sorte de mettre en place des modèles pour qu'ils puissent travailler ensemble convenablement et qu'après chacun par rapport à ses appétences, par rapport à la qualité des différents éléments qu'on peut avoir dans l'équipe et les niveaux qu'on peut avoir dans l'équipe, que chacun en fait prenne sa part et travaille ensemble. Il n'y a aucun, par exemple, le modèle qu'on prône n'a aucun lien avec la créativité. On peut être créatif, ça ne change absolument rien. C'est juste qu'en fait, on met en place une intégration pour que tout le monde puisse travailler efficacement ensemble, clairement. Et par exemple, la créativité, avec ce type de modèle, ça peut être des ateliers de conception où on a des PM, des devs qui sont là pendant l'atelier, qui créent ensemble effectivement un maquettage, on vote ensemble à du dot voting pour avoir la bonne solution. Ça n'a aucun impact sur ça en fait, clairement. C'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas encadrer dans des modèles définis, c'est juste mettre ensemble une bonne façon de travailler pour après bien interagir. Ok, il y a une question de Anne qui se demande si c'est pas au DesignOps de gérer le design system. Alors ça, là aussi c'est pareil, c'est un sujet qu'on va traiter dans le chapitre 5 dans 15 jours. Là, après, c'est un vaste débat et ça dépend vraiment de l'organisation qu'on peut avoir, etc. Encore une fois, ça dépend aussi de l'investissement qu'on peut mettre en grande partie. Mais maintenant, il y a de très bons bouquins qui sont sortis sur le sujet récemment et on voit que maintenant, quand même, de plus en plus, quand on a les moyens et quand on peut le faire, c'est une équipe à part entière avec son propre backlog qui gère les ateliers, etc. Et c'est vrai que ça fonctionne de plus en plus comme ça. Ok. Pour écrire le livre, Anne, on a interviewé beaucoup de Head of Product Design, donc c'est aussi le reflet du livre, c'est aussi ce qu'on essaie écrit dans le livre, c'est le reflet des organisations produits des personnes qu'on a interviewées. Donc je pense que effectivement, il y a différentes organisations possibles. Oui, Parfois, c'est peut-être le DesignOps qui le fait, et dans les modèles qu'on a vus et dont on nous a parlé, c'est pas forcément le cas de manière systématique. Une question de Daniel. Les UX designers ayant des sensibilités différentes, comment assurer la cohérence produit dans un modèle en squad? Alors, c'est une très bonne question. Bon, là, ce sera le cas du prochain, du prochain chapitre. Ouais, effectivement, l'idée, là, ça va être de définir les rôles et responsabilités entre les différents product designers. S'il y en a qui ont effectivement encore une fois, plus de sensibilité sur l'UI et d'autres plus de sensibilité sur la conception, l'idéation, ça va être de faire en sorte que dès lors qu'il y a une nouvelle feature qui va arriver, que tout le monde puisse traiter le sujet par rapport à ses compétences pour qu'on ait quelque chose de continu, que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Encore une fois, on met en place des modèles, mais derrière, il y a des rôles et responsabilités à définir tous ensemble pour essayer de tirer profit de chacun. L'objectif, c'est pas de brider une personne et de la rendre à une part congrue juste de maquettage pur, pas du tout. L'objectif, c'est de travailler ensemble et je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on fait tous dans les ateliers de co-création, dans la conception, les tests, etc. C'est quelque chose de fondamental à mettre en place. Et tout à l'heure, tu as mentionné les guildes et le chapter, notamment pour assurer la cohérence du produit entre les différentes squads. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Oui, donc au niveau des chapters, donc là, ça va se jouer effectivement au niveau des squads de la tribu, c'est-à-dire qu'on va mettre en place du management visuel pour faire en sorte que les différents squads puissent avoir une vision de ce qui se passe au sein de la tribu. Ça peut passer par des points, des avancements, des besoins sur le design system, des parcours, voir quels sont les parcours qui sont en cours travaillés par l'ensemble des intervenants. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet déjà d'avoir une vision au niveau de la tribu. Et par contre, après, au niveau de la guide, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire ça intertribu. Et c'est fondamentalement le même mécanisme, c'est beaucoup de management visuel pour voir, ils sont en train de travailler sur cette tribu, sur tel sujet-là, avec tel composant, sur tel persona, par exemple. Et on peut voir, en fait, s'il y en a des équations, s'il y en a des besoins qui ont déjà été traités par d'autres, si on peut se synchroniser, etc. Le management visuel va beaucoup jouer dans cette partie-là pour faire en sorte qu'on soit synchronisé, clairement. Ok. Une autre question sur un sujet orga un peu haut niveau. Dans le modèle décentralisé, qui s'occupe des sujets liés au service design? C'est-à-dire à tous les touchpoints qui ne sont pas spécifiquement digitaux. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est aussi, là clairement, ça va être le rôle d'un head of design et aussi
Ouais, pour moi, c'est le rôle d'un head of design, en fait, de travailler sur ces sujets-là et de mettre les bonnes ressources sur le sujet. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Alex, mais c'est une très bonne question. Bah, il y a différentes, j'en ai discuté il y a pas si longtemps avec Jérémy Barré, là, qui est Head of Product Design Mhm. de Gatorand. Lui il disait que typiquement son titre, c'est Head of Product Design, mais c'est lui qui gère tout le service design. Parce qu'évidemment, sur un service comme Gatorand, bah, le digital n'est qu'une partie de l'expérience. Bien sûr. En revanche, lui, avant, il avait d'autres expériences aux États-Unis. Il m'expliquait que bah, il y avait quelqu'un, entre guillemets, une autre équipe qui n'était pas dans l'équipe produit, qui était service designer, avec lequel il avait des interactions régulières. Donc là, voilà, voilà, je dirais ça dépend, ça dépend des organisations. C'est sûr que le service design, c'est un sujet qui est évidemment important pour certaines entreprises. Donc là, l'idée, c'est de trouver la bonne répartition des rôles et responsabilités de mon modèle organisationnel. Parfois, ça rejoint un peu la question suivante, euh, qui dit pourquoi la fonction product design est sous la hiérarchie de la fonction produit. Parfois, on a un responsable de la marque qui est responsable du design, qui est pour toute l'entreprise. Je pense l'exemple le plus commun, c'est Apple, où là, en fait, voilà, il y a au top niveau dans l'entreprise, il y a un représentant du design et le produit n'est qu'une composante du design global. Donc voilà, donc nous, on n'est pas arrêté sur une organisation parfaite. Là aussi, les organisations qu'on présente là, c'est le reflet des organisations qu'on voit, nous, en mission, les différentes interviews qu'on a faites. Pourquoi le Head of Product Design est sous le CPO? Parce que nous, on considère que le design, c'est au service de la stratégie, enfin de la vision et de la stratégie produit, Totalement. qui est la responsabilité du CPO. Ouais. Voilà, donc, dans les liens hiérarchiques, là, on vient rapidement. Donc, il y a le CPO qui chapeaute l'ensemble et lui, il manage tous les Head of Product et le Head of Product Design. Donc, il faut que tout le monde travaille main dans la main dans le but d'atteindre, en vue d'atteindre la vision, d'exécuter la stratégie. Après, c'est sa responsabilité, mais ça ne veut pas dire qu'il ne contacte pas les Head of Product et Head of Product Design pour justement challenger, affiner la stratégie, pivoter, etc. Et c'est pas forcément dire qu'il fait dans son coin. Une question de Stéphane, qui est intéressé par la fonction du design ops. Il se demande si c'est fréquent, si c'est une mode, et quelles sont les boîtes dans lesquelles les design ops sont présents. Alors, je vais répondre au début. Je pense, alors, le nom est une mode, effectivement, ça vient d'arriver. Ça commence à se mettre en place, moi je trouve, de plus en plus, et c'était déjà plus ou moins présent. C'est juste que là maintenant, il y a un vrai nom qui est attribué, et on commence à avoir des ressources qui sont vraiment qui sont à temps plein sur ce sujet-là, en fait, parce que les organisations montent à maturité aussi. Plus dans ce sens-là. Après, pour la troisième partie, je te laisse plutôt répondre, toi, Alex, par rapport à ta vision. On a fait une étude sur le marché français, et le moins qu'on peut dire, c'est que c'est pas répandu. Il me semble qu'il y a un seul poste ouvert qui est chez Payfit. En revanche, c'est comme souvent dans le product management et dans Pas le dire product bêtises, je crois design, que c'est souvent Blablacar, des ils ont choses qui. quelque chose. C'était il y a quelques mois où j'ai regardé, hein, peut-être que Ouais. voilà, je me suis juste basé sur les fiches offres, de postes ouvertes sur LinkedIn. ça cherche aussi. En revanche, je t'ai coupé, pardon, tu Non, disais. non, ça cherche dans ce type d'organisation, ça cherche aussi des design ops chez Blablacar, par exemple, ou d'autres, ça commence. Ouais. Donc généralement, c'est dans les grosses scale-up. Hein. Blablacar, c'est plus tellement une scale-up maintenant, c'est plus une PME, mais c'est dans les entreprises de ce type-là. Où en fait, il y a beaucoup, après une grosse levée, il y a beaucoup de designers qui doivent travailler ensemble. Et clairement, il faut mettre de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne bien. Comme Thomas l'a expliqué en termes de process, de tooling, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir un profil qui vient faire ça. On a écrit tout un article sur le product ops. Alors c'est pas du design ops, mais je pense que c'est complètement transposable. Un des défauts possibles d'avoir un design ops, c'est de déresponsabiliser les designers et de faire un peu des enfants gâtés. Dès qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, non, ils appellent le design ops. Donc il y a aussi un inconvénient à avoir recours à ce type de profil dans l'équipe, quoi. Une question de Marie-Aline. Tu évoques le management visuel. Quels sont les exemples concrets que tu peux citer en remote et in-house? En remote, je sais par exemple que de la dernière organisation avec laquelle j'ai travaillé, on avait mis en place, par exemple, avec Miro,
tous les parcours qui étaient travaillés, les personas, etc., ce qu'on était en train de mettre en place, et donc on pouvait voir en temps réel en fait ce qui était fait par les autres équipes et pouvoir s'accorder. Ça c'était quelque chose qui était très intéressant, pareil sur des demandes de composants au niveau design system aussi, donc ça c'était des choses qui marchent bien par exemple en fait. Il y a des outils vraiment sur ça maintenant qui permettent de partager au maximum vraiment toute la partie research, idéation, conception, le travail sur les maquettes en cours avec InVision, etc. Aujourd'hui, on peut tout partager en fait. Il suffit de le partager intelligemment, de bien le présenter, partager ce qui peut permettre de faire avancer les autres équipes, et après, il faut plus. De toute façon, vous savez, les organisations produits, ça fait de la design, hein, plus on partage des informations, plus on travaille ensemble, donc il ne faut pas hésiter. Une question, comment pouvons-nous développer la relation PM et designer pour tirer profit de ce binôme de choc? Ça, je pense que tu bottes pas en touche, mais c'est très lié au webinaire de la semaine prochaine. Peut-être que tu peux en dire deux mots. Oui, alors effectivement, c'est majeur, et il faut définir vraiment tous les rôles et responsabilités qui vont de la research, la conception au test ensemble. Et c'est vraiment deux profils qui doivent travailler ensemble. Le PM qui doit garder quand même toujours l'opportunité business derrière et les contraintes techniques, et le designer qui doit être le porte-parole des utilisateurs. Et l'idée, ça va être de travailler ensemble, que ce soit dans la research, l'idéation, la conception et même les tests, pour arriver à trouver des solutions qui prennent en compte ces trois prismes-là en permanence. Et après, chacun en fonction de ses appétences, de ses compétences, ça peut varier. On peut avoir des PM qui peuvent des fois maqueter avec un design system, le donner au designer qui lui va valider, parce que c'est lui qui va être en charge de la validation du design. Mais voilà, c'est un travail commun en fait. Chacun va prendre un petit peu ses responsabilités, les points où ils sont forts. Un qui va être plus effectivement quand même axé sur le business et valider ça d'un point de vue business et technique, et un qui va être plus le porte-parole des utilisateurs et trouver un juste milieu tous ensemble par la création, les ateliers, les tests, etc. l'itération. Dans le webinaire de la semaine prochaine, je ne sais pas si vous connaissez la matrice RACI. C'est un moyen de voir qui est responsable, accountable, consulté ou informé. Enfin, c'est un outil d'organisation assez classique pour répartir des rôles et des responsabilités. Et on prend toutes les tâches design et product management et on propose une répartition possible des rôles. Donc, si vous êtes intéressé, on pourra de nouveau avoir le débat la semaine prochaine. Encore une fois, ça peut varier en fonction des compétences de chacun et de l'organisation aussi. Nous, là, on propose quelque chose de cible, mais ça peut varier en fonction de l'organisation, bien évidemment. Une autre question de Daniel. Quand le PM et le designer ne sont pas d'accord sur la vision produit, qu'est-ce qui se passe qui est garant de la vision? Alors pour moi, c'est un sujet fort en tant que product designer. C'est pas évident de répondre sur ça, mais ça reste quand même le PM qui est, pour moi, qui a la vision produit et qui porte la vision produit au sein de sa squad. Donc c'est lui qui porte la vision produit. Je crois que le travail du designer, c'est aussi de montrer l'impact que ça va avoir au niveau des utilisateurs, d'évangéliser, de faire comprendre au PM pourquoi c'est important de prendre en compte ces impacts-là. Et après, c'est au PM, en prenant en compte ce qui a été montré par le designer, prouvé par la research, faire l'adéquation avec les besoins business et tech, de valider cela. Une question d'Alexis. Dans le modèle centralisé par tribu, le Head of Product Design est relié au Chief Product Officer. Oui. En tout cas, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure, effectivement. Il y a un lien hiérarchique entre les deux, dans tous les modèles d'ailleurs qu'on préconise. Tout à fait. Sachant que dans des modèles vraiment at scale, alors je ne sais pas si ça vous concerne directement, mais on peut avoir plusieurs Head of Product Design qui sont liés à un ensemble de tribus et potentiellement au-dessus un VP Product Design. Enfin là, je parle de sociétés qui ont vraiment scalé, voire les GAFA, mais c'est des choses qu'on voit aussi, où il y a finalement un échelon entre Head of et CPO qui est l'échelon VP. Qu'on peut voir à la fois sur la partie VP Product, donc qui est au-dessus des Head of Product, et puis à la fois du côté design. On arrive à la fin des questions. Attends, je découvre les questions en même temps. Certaines boîtes proposent un modèle décentralisé dans lequel, pour chaque head of product, un product design director est associé. Ah oui, ça c'est un modèle où pour chaque tribu, finalement, il y a un équivalent design dans la tribu. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Ça peut être intéressant, mais bon, moi, à un moment donné, plus on rentre dans des niveaux hiérarchiques aussi, plus quand même on a tendance à fragmenter. Je pense que quand on parle de responsabilisation des product designers au sein des
des squads et des tribus, ça passe aussi par ça. Et donc, rajouter des plans hiérarchiques, c'est en fait, on est en train de recréer des organisations d'entreprise qu'il y avait il y a 10-15 ans. Je suis pas certain. Après, encore une fois, ça dépend des organisations, mais je ne suis pas certain que ce soit forcément la bonne solution dans la mesure où on a après des leads qui sont présents, qu'on a une gouvernance qui est faite entre les tribus. Je ne pense pas que ça soit forcément... Un élément important pour compléter, tu as parlé du lead product designer. Et lui, typiquement, de par son expérience, en fait, le head of product lui délègue un champ de responsabilité. Et c'est lui qui, finalement, peut jouer le rôle, comme tu le mentionnes, de product design director. En fait, c'est lui qui il peut conseiller le head of product, conseiller aussi, mentorer les autres designers pour que ça aille dans la bonne direction. Ouais, tout à fait. Donc ça peut être un niveau de délégation sans forcément créer un échelon supplémentaire. Après, Ouais. si ça existe apparemment chez Pepit et que ça fonctionne bien, voilà. Enfin, nous, on n'est pas. Le plus, l'idée, c'est pas être dogmatique, c'est proposer des choses qu'on a vu fonctionner ailleurs. Très bonne question de Lucie. Oui. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair sur le sujet. Donc, la question, c'est Thomas, tu dis beaucoup que le product designer est le porte-parole de l'utilisateur. Est-ce que tu ne penses pas que toute la squad devrait être le porte-parole de l'utilisateur? En fait, j'en ai parlé un petit peu pendant la présentation. Là, je partage à 100% tout cela. Effectivement, encore une le product design, c'est pas l'apanage du product designer. Le product designer, c'est quelqu'un qui évangélise le product design. Et quand on voit effectivement des devs qui vont venir en research ou qui vont venir faire des tests, un PM qui va commencer à maqueter des solutions, à les faire valider par le product designer, tout ça, en fait, c'est une très bonne chose et ça veut dire qu'on commence à gagner en maturité en termes de product design. Mais oui, tout le monde doit être effectivement porter cela. C'est pour ça qu'encore une fois, dans les rôles et les interactions, on en parlera, mais dans les ateliers d'idéation, de conception, maquettage, etc., tout le monde doit participer et on doit prendre les idées de tout le monde pour avoir tous les prismes possibles. Donc oui, c'est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on est en train de passer maintenant ce niveau de maturité qui est effectivement, avant on disait on met des product designers dans les équipes, là maintenant le design c'est l'affaire de tous, et tout le monde est engagé dans cette voie-là. Ok, top. Il est 13h30, ça fait déjà 1 heure qu'on discute là, on est arrivé au bout des questions. Du coup, je vous propose de s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez accéder au webinar, à ce webinaire-là en mode replay sur webinar.tiga.co dès cet après-midi. On va faire un email, j'ai déjà dit, je me répète tout à l'heure, avec la présentation d'aujourd'hui et puis aussi le lien pour télécharger le livre si ça vous intéresse de parcourir. Évidemment, je remercie Thomas. Merci voilà, à tous, toujours un plaisir. Pour cet échange. Voilà. Et je vous remercie à tous pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.